Avec nous pour le grand débat d'ALPL ce soir, Michel Amiel, bienvenue. Vous êtes sénateur La République En Marche des Bouches-du-Rhône, vice-président de la Commission des Affaires sociales et vous êtes par ailleurs médecin. Marine Brenier, bienvenue. Vous êtes députée LR des Alpes-Maritimes, membre de la Commission des Affaires sociales. Anne-Marie Moulin, bienvenue à vous également. Vous êtes médecin, philosophe, directrice de recherche émérite au CNRS, spécialiste de la médecine tropicale. Et Philippe Murer, économiste. Merci infiniment à tous les quatre d'être ici. 3 régions italienne touchée, des centaines de touristes confinés dans un hôtel à Tenerife en Espagne à cause de la présence d'un Italien, un hôpital italien qui n'a pas respecté les protocoles. Est-ce qu'il faut continuer, Marine Brenier, de faire confiance à l'Italie pour gérer cette crise ? Je crois qu'aujourd'hui, la priorité pour la France, elle est surtout de mettre en place un dispositif suffisant pour pouvoir accueillir les futurs patients. On y viendra. Pardonnez-moi, ce sera effectivement, on viendra à ce que fait la France et met en place la France. Moi, je voudrais qu'on parle de cette confiance que ont les États entre eux ou pas. L'Italie, aujourd'hui, semble gérer différemment la crise de nous. Est-ce qu'il faut continuer de leur faire confiance ? On voit que les pays voisins gardent leurs frontières ouvertes. Alors, je crois que c'est la raison pour laquelle le ministre de la Santé a décidé de se rendre à Rome aujourd'hui, pour qu'on puisse développer davantage de protocoles entre nos différents pays pour s'assurer justement d'éviter la propagation. Je crois que ce qui nous inquiète surtout aujourd'hui par rapport à l'Italie, c'est le fait qu'on n'ait pas encore détecté le patient zéro, celui à l'origine de la contamination. Donc je crois que l'important est surtout de faire en sorte que les autres pays européens, la France en première, puisque nous avons un certain nombre de frontières, et notamment dans les Alpes-Maritimes, avec ce pays. C'est pour ça que je vous pose la question à vous au premier. Puisse venir justement en renfort de l'Italie pour éviter... Mais pas de fermeture de frontières, vous n'êtes pas pour. Non, mais écoutez, bon... Tout le monde se souvient de cet épisode dramatique de Tchernobyl où on nous expliquait que Tchernobyl ne pourrait pas dépasser la frontière. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une fatalité. Le virus va forcément dépasser les frontières. Donc c'est pas une question de frontières. Que l'on ferme ou non les frontières, de toute manière, aujourd'hui, nous sommes dans un monde globalisé dans lequel les échanges existent, à la fois entre la France et l'Italie, avec la Chine. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, un certain nombre d'autres pays, comme la Suisse notamment, ont aujourd'hui des cas de patients qui ont été contaminés. Donc malheureusement, fermer les frontières ne répondrait pas au problème. De plus, on le sait aujourd'hui, on a 14 jours d'incubation. Donc si ça se trouve, nous avons déjà sur le territoire national un certain nombre de personnes qui sont porteurs du virus. Michel Amiel, c'est pas un problème de frontières, c'est un faux débat, c'est un faux sujet, ces questions de frontières ? C'est pas un faux sujet. Parce qu'il y a, si vous voulez, le temps médical, le temps épidémiologique, et puis il y a un temps politique. Et on assiste bien aujourd'hui qu'il y a un glissement de l'approche médicale, sanitaire, celle que je connais le mieux, puisque, comme vous savez, j'ai déposé une proposition de loi sur ce sujet au mois de février, et vraiment c'est un pur hasard, puisque je travaille là-dessus depuis plusieurs mois. Donc il y a le temps médical, le temps sanitaire, et maintenant il y a un temps politique qui tourne autour de la libre circulation des gens. Fermer les frontières au sens fort du mot serait, comme vous venez de le dire, chers collègues, totalement inutile. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des... C'est ce que fait d'ailleurs le ministère. Qu'il faut qu'il y ait des mesures graduelles en fonction de l'évolution des choses. Alors, je ne suis pas persuadé que les Italiens gèrent moins bien le problème que nous. Dans ce type d'approche, malheureusement, il y a toujours, passez-moi l'expression, des trous dans la raquette. Le système parfait n'existe pas. Je pense quand même que les mesures dans l'ensemble qui sont prises, par exemple aujourd'hui il y a une lettre que j'ai sous les yeux là que j'ai découvert il y a quelques heures envoyée par le Premier ministre aux maires de France leur demandant de prendre un certain nombre de mesures au titre de la précaution. Je pense que les choses vont dans le bon sens. La France se prépare, on y viendra. La France se prépare, oui. Qu'on reste peut-être sur cette question de frontières et de confiance entre les États. Illustration de l'importance de la confiance entre les États sur ce sujet, l'Iran, durement touché par le coronavirus. Son vice-ministre de la Santé a même été testé positif. Téhéran est accusé de mentir sur le nombre de morts, par exemple. TV5 Monde a recueilli pas mal de témoignages. Et voilà ce que nous disent les habitants. La télévision nous donne des chiffres, mais quand on va dans les hôpitaux, on voit autre chose. Le nombre de morts est bien supérieur. C'est une phrase signée Ella Zarabi. Un autre, Shoaib nous dit, employé de pharmacie, il nous dit les dirigeants disent que les musulmans sont protégés grâce à leur foi. Est-ce qu'il faut fermer la frontière avec les pays qu'on soupçonne de mentir, Philippe Murer ? Parce que c'est une question aussi de confiance. Oui, ça c'est vrai que c'est important, et ne pas dire la vérité comme ça semble se passer en Iran crée la panique. Ce qui est clair, c'est qu'il faut, moi je pense, fermer la frontière, en tout cas contrôler très fortement avec les pays
qui ont beaucoup de malades, comme la Chine, la Corée du Sud et l'Italie. En tout cas, contrôlés très fortement. Pourquoi ? Parce que si on se rappelle comment cette épidémie s'est transmise au monde entier, s'est transmise d'abord à la Chine puis au monde entier. C'est parce qu'à Wuhan, ils n'ont pas fermé leurs frontières intérieures et ils ont laissé 5 millions de personnes partir avec des taux de contamination en virus assez élevés. Et c'est comme ça que la Chine a été entièrement touchée et par ricochet le monde. Donc il ne faut pas refaire cette erreur. Parce que ce qu'on voit aussi, c'est que la Chine a mis des mesures extrêmement fortes en place. Parce que c'est quand même une dictature du Parti communiste qui a pris des mesures autoritaires extrêmement fortes de confinement, de blocage d'écoles qui sont reportées, d'usines qui sont fermées. Et ces mesures-là n'ont permis que d'enrayer un peu l'épidémie, mais l'épidémie a continué à progresser malheureusement. L'économie, elle, a plongé de façon catastrophique. Donc on voit que c'est très important. Et là, moi, je trouve qu'on a été léger, le gouvernement français est léger. Les USA, Israël, l'Australie et d'autres pays, le Vietnam, ont coupé depuis le 1er février les vols avec la Chine, les résidents chinois. Nous avons laissé venir des gens qui sont potentiellement, qui ont une chance importante d'être porteurs du virus. Et là-dessus, c'est toute l'Europe d'ailleurs, tous les pays européens. Et là-dessus, moi je pense que je comprends pas. Je sais pas ce que vous en pensez, je comprends pas. Mais les frontières, c'est pas ça, c'est beaucoup plus que ça. Alors, vous évoquez uniquement les vols, mais fermer les frontières, ça voudrait dire ne plus laisser passer une seule personne d'un pays à l'autre. Mais déjà des contrôles forts et au moins les pays très dangereux, c'est ça. Parce que sur l'Iran, l'Arménie, la Turquie, la Jordanie, le Pakistan et l'Afghanistan ont fermé leurs frontières dimanche. Anne-Marie Moulin. Oui, mais justement, vous le soulignez à juste titre, bloquer une frontière, c'est très grave. Ça interrompt toute relation, les relations sociales, familiales, commerciales, politiques. Nous avons quelques frontières qui sont fermées dans le monde et nous savons bien tout autour tout ce qui s'y passe. Mais laisser une épidémie se répandre, c'est pas tout aussi grave. C'est une vraie question que je vous pose. C'est une vraie question. Dans la balance, qu'est-ce qui est le plus important ? Et c'est une évaluation et c'est pour ça que moi, je pense toujours qu'une épidémie, certes, elle doit être jugée par les scientifiques, par les médecins, mais les politiques sont aussi intimement associés aux connaissances et aux décisions médicales. On ne peut pas séparer une mesure en considérant qu'elle est efficace au point de vue médical, sans considérer en même temps toutes les répercussions qu'elle a sur la société et sur les échanges. Et aussi sur les processus de stigmatisation des populations de part et d'autre, etc. Nous en avons malheureusement beaucoup d'exemples historiques. Mais je crois qu'en fait, le débat n'est pas vraiment sur la question de la fermeture des frontières, mais plus, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un renforcement des contrôles, notamment ce dont on parlait, par exemple, par rapport à la prise de température avec les thermomètres infrarouges, qui permettrait d'être une mesure supplémentaire pour contrôler et pour pouvoir anticiper. Mais fermer complètement les frontières aujourd'hui ne semble plus, en tout cas, dans le temps et revenir à la quarantaine. actuel. Et revenir à la quarantaine, c'est-à-dire que les Chinois peuvent venir et ils passent 14 jours, je veux dire, à ce moment-là, en quarantaine. C'est une possibilité de le faire. Les frontières, même sans symptômes. Même sans symptômes. C'est ce qu'a fait les États-Unis, Israël, l'Australie. Petite précision médicale, justement, vous parlez de prise de température. Alors, dans le cas de cette affection en particulier, il y a une phase asymptomatique qui n'opère pas la contagion. C'est-à-dire que des gens qui sont parfaitement asymptomatiques, je ne parle pas même d'un petit fébricule, c'est asymptomatique, peuvent être quand même contagieux, ce qui n'est pas le cas de toutes les pathologies infectieuses. Ça pose de vrais problèmes en termes de logistique. Et puis, bon, vous l'avez dit, y compris dans le petit lapsus que vous avez fait, les aspects économiques des choses. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Et la France dans tout cela, alors je vais peut-être vous l'apprendre sur ce plateau, 2 nouveaux cas viennent d'être recensés en France cette fois. Une personne qui revenait de Chine, une autre personne qui revenait donc de Lombardie. En Italie, la France qui était le premier pays d'Europe à avoir été touché, à avoir eu des malades sur son sol. Elle s'en est plutôt bien sortie jusqu'ici. Il y a ces 2 cas ce soir. Est-ce qu'on peut dire que les autorités, qu'Agnès Buzyn, qu'Olivier Véran s'en sortent plutôt bien et gèrent plutôt bien la situation ? On a posé la question aux membres de la Commission des affaires sociales, Bernard Jomier. Il est avec Steve Jourdain en salle des conférences. Oui, Bernard Jomier, bonjour. Elle est bien gérée, cette crise, par le gouvernement ? Pour le moment, on constate que l'épidémie n'est pas entrée en France. Il y a eu 11 cas et qui ont été circonscrits. Les mesures nécessaires ont été prises. Maintenant, il faut voir ce qui va se passer dans les semaines à venir. Il est possible, voire probable, que de nouveaux cas apparaissent. Le virus circule dans un certain nombre de pays et donc il faut se préparer à cette éventualité. On a pris la mesure du problème en France.
On a pris la mesure du problème, mais encore faut-il maintenant apporter les réponses qui soient satisfaisantes. Des hôpitaux ont été désignés pour être en quelque sorte en première ligne. Il faut que les moyens nécessaires leur soient accordés. Et actuellement, leur situation est difficile. Il faut que les professionnels de santé de ville sachent clairement quel est le rôle qu'on leur demande, de détecter des cas éventuels, d'aller visiter au domicile les personnes concernées, quelles consignes aux patients qui reviennent des zones touchées en Italie. Et puis troisièmement, il faut que les maires et les élus locaux soient associés et sachent comment réagir, notamment en cas d'organisation de manifestations. Olivier Véran a affirmé que la situation sanitaire liée au coronavirus était maîtrisée en France. Le pire est derrière nous ou le pire est devant nous? On n'en sait rien. On n'en sait rien et ce serait très prétentieux de prétendre le contraire. C'est un virus qui circule, ce n'est pas les frontières qui vont l'arrêter. On le voit, ce que Marine Le Pen a réclamé effectivement. On le voit avec ce qui se passe en Italie et ça c'est totalement illusoire comme mesure. Les mesures de confinement à l'échelle individuelle des personnes concernées, bien sûr, sont efficaces, mais pour le reste, c'est une réponse qui est globale et les semaines à venir nous diront si l'épidémie s'implante ou non en France. Vous êtes sénateur de Paris, dans une ville comme Paris, une ville-monde, est-ce qu'il y a des mesures particulières à prendre ? Éventuellement, nous avons mis, la maire de Paris a mis en alerte les services municipaux, une information est déployée et diffusée, et évidemment le travail doit se faire en lien avec le gouvernement, en lien avec le ministère de la Santé, et il faut que nos hôpitaux soient prêts et aient les moyens de répondre à l'épidémie. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'avoir répondu à mes questions. Voilà, et je précise que Steve a enregistré cet entretien avec Bernard Jomier juste avant qu'on apprenne qu'il y avait donc 2 cas en France. Je le redis ce soir et je le redis sur ce plateau. Une personne qui revenait de Chine, une personne qui revenait de Lombardie, 2 nouveaux cas recensés en France. Philippe Murer, est-ce qu'on peut quand même dire que jusqu'ici, la France, les autorités françaises, Agnès Buzyn d'abord, puis Olivier Véran ensuite au ministère de la Santé, gèrent plutôt bien la situation? Alors, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait 11 cas à une période et que les 11 cas les 11 personnes ont été guéries et qu'il n'y a pas de virus apparemment. Le virus peut être en sous-marin chez des personnes asymptomatiques et on n'en sait rien. Et c'est le risque. Asymptomatique, ça veut dire sans symptômes. Voilà. Par contre, on dit que les frontières n'arrêtent pas, mais ces gens qui ramènent le virus, ils viennent l'un d'Italie du Nord, une région très touchée, et l'un de Chine. Alors moi, je trouve qu'il y a aussi une autre impréparation. Alors, c'est bien préparé sur les hôpitaux, etc. Mais c'est vrai que c'est étonnant d'entendre Olivier Véran expliquer qu'il passe une commande de dizaines de millions de masques hier soir. Est-ce qu'on n'en pouvait pas le faire il y a une semaine ou 2 semaines, quoi. Bon. Donc, un manque d'anticipation un peu. Oui, j'ai l'impression. Moi, je suis persuadé que cette épidémie est très grave depuis début février. Depuis début février, j'ai vu que c'était pas le SRAS, que c'était bien autre chose. Parce qu'en fait, les Chinois ont pris toutes les mesures et ça continue à augmenter. C'est ça, vraiment, la très grande inquiétude avec cette contagiosité qui est absolument immense. Donc les autorités auraient pu un peu mieux anticiper, Michel Amiel ? On peut toujours faire mieux. On peut toujours faire mieux et où placer le curseur entre prendre les mesures préventives et ne pas créer aussi un véritable état de psychose. Parce qu'on assiste quand même à des réactions à un moment donné qui sont totalement irrationnelles. J'ai vu dans des grands magasins de Milan où les gens commençaient à faire des provisions. C'est la guerre. Alors attention, je ne suis pas en train de minimiser l'importance de cette épidémie. Je voudrais quand même mettre en perspective 2 affections infectieuses, ce dont on parle, et l'épidémie de grippe perannuelle qui tue plusieurs milliers de gens chaque année en France dans l'indifférence totale. On est à 2% là quand même de taux de mortalité. Non. Ah oui, alors après, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, c'est vrai que c'est mon métier, mais il y a la morbidité, la mortalité, la contagiosité, bref. Oui, attention. 1 million de personnes, je veux dire, si tout le monde est touché, il y a 1 million de morts potentielles dans le pire des cas. Non, il n'y a pas de mort potentielle, il y a la morbidité, c'est le nombre de personnes touchées, et la mortalité qui est autre chose. Il y a 6 ou 7 000 morts par an de la grippe dans l'indifférence. Vous savez que c'est un de mes chevaux de bataille de dire il faut vacciner beaucoup plus et en particulier au moins et de façon obligatoire les professions de santé. Alors la gravité véritable de cette épidémie, il faut avoir l'humilité de dire, Jomier l'a dit hier, on n'en sait rien. C'est malheureusement dans les semaines qui viennent qu'on va vraiment savoir si cette épidémie est grave en termes de morbidité, c'est-à-dire de personnes touchées, et de mortalité. C'est vrai que les chiffres d'Iran que j'ai regardés tout à
à l'heure, Oui. sont totalement fantaisistes. Vous n'y croyez pas non plus. Ah ben j'y crois pas du tout. Ça voudrait dire, alors ils ont une vingtaine de morts, sauf erreur de ma part. Quelques dizaines, oui. Voilà, et il y aurait à peine plus de touchés, ce qui voudrait dire qu'il y aurait une mortalité de l'ordre de 30 ou 40%. Les chiffres sont forcément fantaisistes, compte tenu de ce qu'on commence à savoir de la gravité de l'affection elle-même. Anne-Marie Moulin. Moi, je pense que cette épidémie, je ne dirais pas qu'elle vient à point, ça serait évidemment très, très grave de dire ça, mais je pense qu'elle va mettre à l'épreuve notre système sanitaire. Je suis un tout petit peu étonnée de notre optimisme vis-à-vis, tant qu'il s'agira de quelques cas, je suis persuadée que nous avons les compétences, les possibilités financières, les locaux, etc., pour prendre en charge un certain nombre de malades et de sujets contacts, puisqu'il faut toujours ne pas oublier qu'il y a 2 populations concernées. Par contre, imaginons que le mécanisme s'emballe. À ce moment-là, je crains qu'on se retrouve face à un système sanitaire qui traverse quand même en ce moment, nos hôpitaux, nous le savons bien, une crise profonde. Une malade âgée qui attend 7 à 8 heures aux urgences, ça n'est plus une chose rare. Pendant ce temps-là, elle a tout le temps d'éternuer autour d'elle. Tant que c'est quelque chose de... On voit bien que si tout d'un coup le mécanisme s'emballait, notre système sanitaire tout entier serait mis à l'épreuve. Dépassé. Et là, honnêtement, Je suis d'accord avec on vous. ne peut pas se réjouir de cette occasion de le réformer. Mais quelque part, cela révélerait des faiblesses que nous connaissons bien. Ça pourrait être une répétition générale de quelque chose de plus grave à venir, en quelque sorte. Exactement. Marine Brenier. Oui, moi je crois que la problématique qui est la nôtre, c'est que il faut réussir à trouver le bon curseur entre le principe de précaution et un principe de responsabilité. C'est vrai que quand on pense à ces contaminations, on a forcément en tête ce qui s'était passé à l'époque avec la grippe aviaire, toute la commande des vaccins, et on se dit que peut-être que les gouvernements successifs ont eu peur de recommencer ce qui s'était passé à l'époque et d'avoir finalement la population qui se retourne contre le politique. Sauf qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on est face à l'excès inverse. C'est-à-dire que finalement, par crainte d'être trop précautionneux, eh bien finalement, aujourd'hui, on est un peu dans l'attente. Alors, j'ai entendu le ministre de la Santé dire qu'il n'y avait pas de problème, notamment... Je vais le concernant citer, les parce que masques. j'ai cité sa Mais, phrase sur RTL ce matin. Il nous dit « Nous nous préparons l'ensemble des dispositifs de veille sanitaire et d'intervention en ville comme à l'hôpital dans l'hypothèse où l'épidémie viendrait. » A priori, il se prépare et tout est prêt. Alors, il se prépare, sauf que les faits parlent d'eux-mêmes. C'est-à-dire que quand vous allez aujourd'hui dans une pharmacie, c'est plus compliqué aujourd'hui de pouvoir obtenir un masque. Il y a certains médicaments qui sont plus difficiles aussi d'obtenir. Après, on voit bien aussi la problématique par rapport aux tests. Moi, tout à l'heure, j'ai eu l'occasion d'interroger le Premier ministre justement sur les dispositifs qui seraient mis en place. On a à l'hôpital de Marseille aujourd'hui la possibilité de procéder à 400 tests par jour. Il semblerait que dès demain, le gouvernement mette en place des mesures pour passer à 1000. Mais effectivement, si on en vient à une pandémie, puisqu'on se dirige vers L'OMS une pandémie, le dit. vu ce qu'il se passe au niveau international, peut-être que les 1000 tests par jour ne seront pas suffisants pour absorber la quantité de patients qui risquent de se diriger vers les hôpitaux. Alors évidemment, il est important d'associer la médecine de ville, mais je crois qu'aujourd'hui, le rôle du politique, il est de parler en responsabilité. Et parler en responsabilité, ça n'est pas affoler la population, éviter d'alimenter la psychose, tout en expliquant à chacun l'importance d'être vigilant et de procéder à certains gestes qui devraient être des gestes d'une banalité absolue, comme se laver les mains, faire attention quand on tousse, quand on se mouche, faire attention aux autres, appeler le 15 et essayer d'être attentif à tous ceux qui sont autour de nous, puisqu'encore une fois, 14 jours d'incubation, peut-être qu'aujourd'hui, déjà, et vous l'avez dit tout à l'heure, 2 cas supplémentaires ont été détectés aujourd'hui, peut-être que nous avons déjà sur notre territoire national un certain nombre de personnes contaminées. Oui, c'est l'info de la soirée. 2 nouveaux cas recensés en France. Et l'histoire est jalonnée, vous l'avez un petit peu dit, d'épidémies graves qui ont fait trembler la planète. Je vais vous en citer quelques-uns. La peste noire, 50 millions de victimes à travers le monde au XIVe siècle, dont 25 millions sur le continent européen. Beaucoup plus près de nous, 2003, le SRAS, vous en avez parlé.
parler, Philippe Murer. Partie de Chine, causée par un virus appartenant à la famille des coronavirus. Plus de 8000 cas et près de 800 morts. En 2009, la grippe A, provoquée par le virus H1N1, né des échanges génétiques entre un virus d'origine humaine, un virus aviaire et 2 virus porcins. Le bilan de l'OMS, 18 500 morts. Ça recommence donc aujourd'hui avec le Covid-19. Quels enseignements en tirer? Ce nouveau coronavirus doit-il nous poser question sur le modèle mondialisé? Ce sont des questions qu'a posées hier matin sur ce même plateau le député La France Insoumise Éric Coquerel. Il était interrogé par Oriane Mancini dans Bonjour chez vous. Écoutez. On va s'apercevoir assez vite des conséquences du coronavirus sur l'économie mondiale et aussi les conséquences d'une économie très globalisée, où la question, toutes les marchandises circulent, souvent au détriment de l'environnement, mais aussi au détriment, à un moment donné, de ce qui peut justement fragiliser l'économie. Il suffit qu'à un moment donné, il y ait un ralentissement économique chez un des principaux acteurs de l'économie pour que ça joue. Je lisais que, par exemple, une grande partie des éléments, des médicaments, je ne le savais pas, étaient produits en Chine. Et que donc il y a peut-être des possibilités à l'avenir de rupture de stock. Vous voyez bien que tout s'interpénètre. Et moi je pense plutôt que, à la fois pour des questions d'environnement, il faut revenir à des souverainetés alimentaires, il faut revenir à des souverainetés industrielles. Philippe Murer, vous êtes d'accord avec ça? Oui, c'est tout à fait juste. On est dans une grande fragilité. D'autant que, pour le moment, on l'a un peu passé sous silence. Mais la Chine, l'économie chinoise, est en train de s'effondrer du fait des mesures très courageuses qu'ils ont prises pour contenir le virus. Moins 92% des ventes de voitures, des ventes d'immobilier à l'arrêt. Les grandes entreprises multinationales américaines qui disent, j'appuie Éric Coquerel dessus, qui disent qu'il y a ils vont pas pouvoir produire certains produits, que les iPhones, ça va être compliqué, qu'ils pourront pas en livrer autant que d'habitude parce qu'ils sont pas fabriqués. Et en fait, on a la Chine qui est au cœur des chaînes de production mondiale, qui sont complètement éclatés, qui nous font prendre des risques très importants. Et c'est très juste sur les médicaments. Ça fait longtemps que ce risque existe. Ça fait longtemps, les médecins le savent, qu'il y a des ruptures de stock. Ou en tant que patient, je m'en suis aperçu, des ruptures de stock qui sont dues apparemment au fait qu'on est dépendant de quelques usines à l'étranger, en Chine, en Inde, et qu'elles peuvent être fermées pour des raisons de sécurité et mettre du temps à réouvrir. Ça crée des ruptures de stock. Et là, ça pourrait faire que s'il y a un chaos total en Chine, j'y crois pas, mais on ne pourrait pas soigner. Ce qui est quand même très embêtant. En fait, on est dans une fragilité économique très forte à cause de cette mondialisation, une fragilité sanitaire, et pas que sur cette pandémie. On a aussi le virus de la tomate qui est arrivé de Jordanie et d'Israël. On a aussi le virus des oliviers qui est arrivé en Italie du Sud et qui arrive un peu dans le sud de la France, qui menace les oliviers, d'autres continents. On a des vers mangeurs de lombrics qui sont arrivés. On a le frelon asiatique qui menace les abeilles. On voit que ça nous met dans une vraie fragilité. Et moi, j'espère que les élites vont se rendre compte qu'ils sont allés beaucoup trop loin dans la mondialisation et qu'il faut revenir à des échanges. Il faut qu'il y ait des échanges. Il faut que les échanges soient raisonnables et pas déraisonnables comme aujourd'hui. Michel Amiel, c'est une vraie leçon à tirer de ce coronavirus. Oui, je pense aussi. Alors, quoique n'étant pas souverainiste d'un point de vue philosophique, je rejoins ce que vous venez de dire. Il faut qu'on retrouve un minimum c'est pas la direction qu'on prend, d'indépendance. Écoutez, comme vous venez de le dire, chaque fois qu'il y a une crise au sens fort du mot, là il s'agit d'une crise sanitaire, il faut savoir en tirer les enseignements. Vous voyez, l'antibiotique le plus banal qui soit, l'amoxicilline, qui, sauf erreur de ma part, est fabriqué à 80% en Chine. Ce qui est tout à fait inouï. Et ayant été longtemps praticien, pas si longtemps que ça, effectivement, les ruptures de stock, d'ailleurs, il y a eu une mission sénatoriale qui a été faite sur ce sujet, sont une véritable préoccupation. Alors, il ne s'agit pas de remettre en cause la totalité de la mondialisation, mais simplement... Un peu quand même, c'est un peu ce qu'on entend. Ah ben oui, tout à fait. Simplement savoir tirer les conséquences lorsqu'il se passe quelque chose et en modérer les effets, oui, je le pense. Et sur la dépendance, excusez-moi. Sur la dépendance médicamenteuse, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez récurrent. Et avec le groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, c'est un sujet sur lequel on s'était mobilisé. On avait alerté la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, là-dessus, qui nous avait expliqué qu'aujourd'hui, il n'y avait pas de réelle dépendance, puisque seulement certains produits sont fabriqués en Chine. Mais bon, on le voit bien aujourd'hui. Effectivement, dès qu'on se retrouve face à une crise et face à une demande accrue, on n'est plus en capacité de pouvoir fournir ces médicaments. Savoir tirer les enseignements. J'espère vraiment que le gouvernement va apprendre de ce qui se passe. Mais je crois qu'on n'a pas pris la mesure de tous les goulots d'étranglement qu'il peut y avoir, en particulier dans l'industrie pharmaceutique.
Je pense par exemple qu'il y a longtemps qu'on sait que le paracétamol, paraît-il, Oui. qui est largement Dans le consommé par tout le Je ne vais monde, pas citer de nom. que le paracétamol, finalement, la molécule de base qui ne coûte rien, qui est vraiment pratiquement n'est fabriquée que par un seul pays. Donc on voit bien comment notre économie est fragile. Et l'exemple du paracétamol est probablement multipliable par beaucoup pour les spécialistes. Seulement, on le sait, on le constate, et puis on oublie. Et d'ailleurs, je suis un peu interloquée par la façon dont la Chine semblerait utiliser un médicament qui maintenant ne fait plus ses preuves dans le paludisme, c'est la Nivaquine. Oui. Ils doivent avoir des stocks de Nivaquine et ils expérimenteraient la Nivaquine dans la lutte contre le coronavirus. Qui montrerait des signes d'efficacité, hein, c'est ce qu'on apprend ce soir C'est à suivre. par dépêche AFP. Ça veut dire qu'on ne tire pas d'enseignement finalement. Je citais quelques-unes des épidémies que la planète a connues et je citais les récentes, en 2003 le SRAS, en 2009 virus H1N1. On ne les tire pas les enseignements, Philippe Murat? Non, Pas comme il faut? On les tire pas, et puis c'est vrai que quand on demande en temps politique habituel à avoir un peu moins de libre-échange, en fait on se fait traiter de tous les noms, quoi. On est très maltraité, quoi. Alors que, et on continue. Le problème, c'est la France est embarquée dans l'Union européenne, dont l'ADN est de plus en plus de libre-échange. On sait très bien que M. Macron a dû revenir sur l'accord avec le Mercosur, avec le Brésil, au moment où les forêts brûlaient au Brésil, parce que ça signifiait perdre de la production agricole en France pour aller déforester l'Amazonie et pour aller produire au Brésil et faire des échanges. C'est un libre-échange qui n'a ni queue ni tête actuellement. Il ne faut pas être bloqué, fermé en autarcie. Il ne faut pas être dans l'autre extrême où on est aujourd'hui en libre-échange absolu. Il faut régler le curseur pour avoir des points de friction. Et je pense que les salariés français en seront ravis. Ça fera baisser les inégalités, monter l'emploi et relocaliser des industries. Ça serait très positif pour notre pays. Michel Amiel, c'est vrai que votre camp politique, en tout cas celui d'Emmanuel Macron, pousse plutôt au libre-échange, à l'échange, à la mondialisation, à la disparition de frontières. C'est plutôt ça l'idée. Incontestablement, on est dans un monde libéral, voire ultralibéral. Alors, bien qu'étant dans ce camp politique, comme vous le dites, je ne partage pas l'ultralibéralisme. Je crois qu'il faut savoir mettre le curseur à un niveau raisonnable. Et justement, les crises telles que celles que nous traversons actuellement sont là pour nous rappeler les dangers d'être totalement dépendant d'une économie mondialisée. Il faut savoir tirer les leçons de ces choses-là. Alors, effectivement, la nature humaine est faite ainsi que lorsque la crise est passée, on continue comme d'habitude. C'est pas ma façon de voir les choses. Je pense qu'il faut être très prudent. Après, on remonte pas des usines de fabrique de médicaments comme ça. Il en va j'emploie le mot au sens fort du mot, de la volonté politique. À un moment donné, il faut savoir dire attention. Là, il y a des voyants rouges qui s'allument. Il faut savoir les voir et en tirer les conséquences. Revenir vers un modèle plus local pour conclure, Marine Brenier. Écoutez, je crois que l'économie de la santé est vraiment une économie à part dans notre pays. Et c'est vrai que nous avons cette tradition française. On est très attaché à notre système de santé. Oui. Et dans tous les camps politiques, d'ailleurs, on essaie de se battre pour un meilleur système de santé qui, malheureusement, depuis quelques années, est décrié. Mais je crois qu'on a vraiment cette ambition qui devient de plus en plus prégnante pour tous les partis politiques de vouloir, de nouveau, faire une place pour la santé. Alors, malheureusement, aujourd'hui, dû à cette pandémie, mais je crois que vraiment l'économie de la santé doit pouvoir revenir au cœur des ambitions françaises. Et on va s'arrêter là. Merci infiniment à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Je répète quand même l'information de la soirée. Ce sont ces 2 nouveaux cas recensés en France. Leur état de santé n'inspirerait aucune inquiétude. C'est quand même la bonne nouvelle dans cette affaire. Nous, on se retrouve demain à 17h30 pour un ALPL spécial Salon de l'agriculture depuis la porte de Versailles à Paris. Demain, 7h30, vous retrouvez votre rendez-vous quotidien. Bonjour chez vous. L'invité politique d'Alexandre Poussard sera Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Avant de vous laisser un remerciement très spécial à notre collaborateur Gwenda Lavina qui va s'en aller vers d'autres aventures. On va le regretter. Merci à lui en tout cas pour son aide précieuse tous ces derniers mois. Je vous souhaite donc une excellente soirée sur Public Sénat.